Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Bonjour à tous! Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Roland, qui est Learning Experience Designer et fondateur de Caféine Studio. Nicolas est passionné par la formation, la pédagogie et l'apprentissage et s'intéresse particulièrement aux conditions qui permettent de créer des expériences d'apprentissage engageantes. Avec Nicolas, nous allons voir concrètement ce qu'est le Learning Experience Design et pourquoi cela permet de créer des parcours de formation qui ont du sens pour les apprenants. Bonjour Nicolas et bienvenue. Merci, bonjour Anne-Marie. Alors, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Donc, ensemble, on va échanger donc sur une méthodologie que tu pratiques, qui est donc le Learning Experience Design. En effet, et merci pour ton invitation et pour ton intérêt pour discuter de ce sujet-là. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais ? Alors, donc je m'appelle Nicolas Roland, je me définis effectivement comme Learning Experience Designer. On reviendra sur la définition que je donne à ce terme. Et donc aujourd'hui, j'accompagne des institutions d'enseignement, des organismes de formation, voire des entreprises à faire de l'innovation pédagogique, en quelque sorte à augmenter l'engagement des apprenants dans leur formation et à rendre ces formations plus efficaces avec plus d'impact sur l'apprentissage. Donc, tu es Learning Experience Designer. Donc, qu'est-ce que le Learning Experience Design ? Qu'est-ce qui se cache derrière ces trois mots ? Bonne question, et je vais te répondre de manière peut-être pas du tout académique, mais un peu avec la définition que j'y donne, parce que ce terme anglais qui est utilisé finalement en français, même si on peut parler de conception d'expérience d'apprentissage, je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup les trois mots. On commence par learning. L'idée de learning, c'est vraiment de se dire que quand on va concevoir une formation, on part de l'apprentissage. Et en fait, c'est l'apprentissage qui est premier, c'est l'apprentissage et l'apprenant, l'apprenante qui sont au centre. Donc, j'aime bien vraiment cette idée de parler d'expérience d'apprentissage plutôt que de parler de formation. Ça ouvre en quelque sorte le champ des possibles et surtout, ça centre sur l'utilisateur ou l'utilisatrice finale. Donc, dimension de learning. Expérience, parce qu'on va chercher à la fois un engagement qui va être cognitif, un impact sur les apprentissages, mais aussi le fait qu'on vive un engagement à la fois comportemental, que l'apprenant et l'apprenante rentrent pleinement dans le dispositif et surtout un engagement affectif, ils prennent du plaisir. Donc pour ça, on va concevoir vraiment quelque chose d'assez expérientiel qui va l'engager dans le dispositif de formation. Et puis design parce que pour toute la conception, on va se baser sur des pratiques du design et surtout du design centré utilisateur. Donc on va agir en tant que concepteur, en tant qu'ingénieur pédagogique, voire en tant que formateur, avec des outils et comme un designer en quelque sorte, avec une approche de recherche pour comprendre qui est son public, avec du prototypage, avec des outils d'évaluation. Et donc voilà, pour moi, définition assez longue, mais de ce terme de Learning Experience Design, d'avoir une approche centrée apprenant qui va permettre de concevoir une expérience avec des pratiques issues du milieu du design. Voilà. Et qu'est-ce que cela va apporter dans la conception d'un parcours d'apprentissage ? En quoi ça va l'enrichir ? Je dirais que je n'imagine même pas concevoir un parcours d'apprentissage sous une autre forme. Qu'est-ce que ça apporte ? En quelque sorte, toutes les solutions. Parce que quand on est concepteur, qu'on doit créer une formation, on peut être face à de nombreux choix qui vont de comment je structure ma formation, à quels outils je vais utiliser, à est-ce que la vidéo que j'ai créée a un impact sur les apprentissages ou est simplement appréciée par mes apprenants et apprenantes. On peut se poser ces questions-là, mais les solutions, elles vont être du côté des utilisateurs et utilisatrices. On va très vite interroger
les utilisateurs et utilisatrices sur ces dimensions-là. On va intégrer les personnes et les participants aux formations dans la conception de la formation. Et donc, c'est en fait à travers le fait de les interroger qu'on va avoir des solutions. Donc, d'une certaine manière, je suis un concepteur pédagogique assez fainéant parce qu'avant, quand je n'utilisais pas cette approche, je devais trouver les solutions. Maintenant, je pose juste plein de questions et puis je vais voir des utilisateurs et je leur demande les réponses et puis en fonction de ces réponses, je continue ma conception. Donc peut-être un concepteur pédagogique un peu fainéant. Oui, donc ce que tu veux dire, c'est qu'en fin de compte, tu vas co-concevoir avec les futurs apprenants le parcours d'apprentissage, c'est ça? Effectivement, et je les intègre parfois même avant de penser la conception pour comprendre qui sont les publics cibles, enfin le ou les publics cibles, quelles sont leurs caractéristiques pour même envisager est-ce que la conception d'une formation est pertinent ou non. Pour te donner un exemple récent, je travaille actuellement avec un organisme de formation qui fait de la formation pour chercheurs d'emploi. Ils ont toujours travaillé sur des publics chercheurs d'emploi, on va dire, de longue durée, avec des parcours qui visent la remise à l'emploi. Tout d'un coup, avec la crise sanitaire, les chercheurs d'emploi, enfin, ils découvrent qu'il y a des chercheurs d'emploi avec d'autres profils, des jeunes diplômés qui n'ont pas fait de stage, qui ont des difficultés à trouver un job, des personnes qui avaient un job, mais à cause de la crise sanitaire, restructuration, perdent leur job et cherchent un emploi. Et ces deux publics cibles-là ne matchent pas, en quelque sorte, avec les programmes de formation. Donc, pour le dire autrement, ces publics-là ne trouvent pas d'intérêt au programme de formation habituel pour chercheurs d'emploi à longue durée. Et donc là, le travail, ça a été de comprendre quel est le profil de ces chercheurs d'emploi, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils recherchent exactement, pourquoi les formations actuellement proposées ne leur conviennent pas, et comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui répond mieux à leurs besoins, qui est peut-être de la formation ou qui est peut-être autre chose que de la formation et qui va quand même intégrer peut-être des ingrédients de formation, mais qui va peut-être plus vers de l'accompagnement pour la remise à l'emploi et ce genre de choses. Donc vraiment, le fait d'interroger les utilisateurs peut même amener à se questionner sur le fait de savoir si une formation est pertinente pour le public cible. Oui, donc tu te places du point de vue donc du futur apprenant, mais est-ce que tu penses que c'est lui qui est le plus à même de te donner l'information qui va guider la conception pédagogique? Est-ce que lui va savoir quelque part ce qui est bon entre guillemets pour lui? Pas du tout. Là, tu te dis, mais avec quoi il vient? Je souhaite ressortir une citation d'Henry Ford. Donc je fais la recherche en même temps et je tombe sur cette citation qui dit: «Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides et donc pas voitures, et cetera». C'est qu'en effet, lorsqu'on interroge les personnes sur leurs besoins directs, les personnes ne sont pas forcément en mesure d'expliquer ce dont elles ont besoin. Et c'est pour ça que je parlais bien d'aller chercher leurs caractéristiques, leurs difficultés, leurs envies, mais pas nécessairement en termes de formation. Pour l'exemple que je donnais, l'envie qui ressort chez l'ensemble de ces publics cibles, c'est tout simple, c'est de trouver un boulot. Et donc, vu que l'organisme de formation essaye de proposer des formations à ces chercheurs d'emploi, ça rentre pas en adéquation avec leur volonté à eux de trouver de trouver un emploi. Ils se disent non, j'ai pas besoin de me former. En plus, soit je viens de terminer mes études et donc je viens de me former, soit je viens de perdre mon emploi, mais j'ai beaucoup d'expérience, donc j'ai pas besoin de me former. Ce dont j'ai besoin, c'est de trouver un emploi. Donc, ce qu'on va chercher, on va pas leur demander finalement quels sont vos besoins de formation. On va plutôt comprendre vraiment comme je disais, les caractéristiques, la situation actuelle, les aspirations de ces personnes-là, les problématiques qu'elles vivent. Et c'est à partir de tout ça qu'on va faire le travail de designer, d'idéation, de réflexion sur quelles solutions on pourrait proposer. On va en ressortir quelques-unes et ensuite on va retourner auprès des utilisateurs pour leur montrer les solutions qu'on aura imaginées en essayant de les rendre les plus concrètes possibles. Et là, on obtient leur retour. Donc, en effet, on ne demande pas directement quels sont vos besoins, ils nous donnent leurs besoins et puis voilà, on fait la conception. Il y a tout un processus derrière ça. Donc tu as une casquette, on va dire, d'enquêteur au début,
donc pour aller interroger ces utilisateurs. Donc comment tu fais concrètement pour aller recueillir ces données? Est-ce que tu les rencontres par petits groupes? Est-ce que tu leur envoies un questionnaire? Explique-nous. Alors, tout dépend de la situation et de ce qu'on souhaite faire. Je l'ai pas dit, je pense jusqu'ici, mais je suis rarement seul et souvent je suis accompagné de mes clients eux-mêmes. Quelque chose qui est important dans l'approche que je développe, c'est de travailler sur l'intelligence, enfin sur base d'intelligence collective et aussi en visant une approche de co-conception avec mes clients, de vraiment les impliquer dans toutes les démarches qui sont mises en œuvre. Donc je ne vais pas aller moi-même interroger les utilisateurs de mes clients, mais je vais plutôt travailler avec eux sur les différentes phases, se dire, OK, on a ce public-là, comment est-ce qu'on va essayer de le toucher? Est-ce qu'on souhaite avoir un maximum de la population de ce public cible et donc on va plutôt aller vers du questionnaire? Est-ce qu'on souhaite les rencontrer sur des variables plus qualitatives? On va mener des entretiens. Est-ce qu'on va aller, parce que ça se prêterait dans un projet, aller les observer sur le terrain pour voir comment ils travaillent? Donc on va choisir ensemble et puis on va également monter en compétences. Je vais les aider à monter en compétences pour élaborer potentiellement une grille d'entretien, une grille d'observation, voir comment on mène un entretien, comment on fait une observation, comment on fait passer un questionnaire. Et dans les équipes de mes clients, on va aller ensemble, soit sur le terrain, rencontrer des utilisateurs, soit faire passer des questionnaires. Et donc, de ce point de vue-là, on est vraiment ensemble sur tout le processus. Et comme je disais, derrière ça, les méthodologies vont vraiment être adaptées en fonction des objectifs qu'on se donne, de l'échantillon et de la question de départ. Parce qu'avant tout ça, il y a toujours une question de départ qu'on va avoir avec certains objectifs. Et en fonction de cette question de départ, ça va nous guider sur les outils méthodologiques à mettre en œuvre pour aller rencontrer les utilisateurs. Oui, donc là, en fin de compte, tu auras défini à cette étape-là tes personas. Oui, c'est exactement ça. En fait, on va mener de la récolte de données sous tout un tas de formes possibles. Ça peut même être si on s'intéresse à un parcours de formation en ligne déjà existant, on peut analyser les traces qui sont sur ce parcours en ligne pour essayer de comprendre déjà les usages de ce parcours en ligne, etc. Donc on récolte les données, on les analyse et puis on les met sous la forme d'outils exploitables. Un de ces outils exploitables, c'est-à-dire que l'équipe avec laquelle je travaille peut appréhender, c'est le persona, une sorte de représentant du public cible avec ses grandes caractéristiques. On va faire des choix, mais on va essayer de définir une sorte de Frankenstein, comme je le dis habituellement. On va aller chercher des caractéristiques représentatives dans les différents entretiens, par exemple, qu'on a pu mener et faire une fiche descriptive. On peut également faire une carte d'expérience, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est essayer de faire le chemin que vit l'utilisateur entre, par exemple, pour l'illustration que je donnais depuis le début, le chercheur d'emploi, soit qui vient de perdre son emploi ou qui vient d'obtenir son diplôme. On commence à ce moment-là, jusqu'au moment où potentiellement il va trouver un emploi. Quelles sont les grandes actions et les grands acteurs par lesquels il passe? Quelles sont ses perceptions, ses ressentis à ces moments-là? Si on lui propose de la formation dans ce parcours utilisateur, quels sont ses ressentis? Quels sont les mots qu'il pourrait utiliser, etc. Et donc là, essayer de retracer vraiment le parcours que va vivre un utilisateur dans ses actions, que ce soit là dans la recherche d'emploi, que ce soit dans son travail, que ce soit dans un parcours de formation déjà existant. Et c'est vraiment de cartographier les grandes étapes et les variables émotionnelles, expérientielles que vit et ressent la personne. Et donc, une fois que ces personas ou avatars, moi quelquefois je les appelle aussi avatars, donc sont définis, donc tu passes à l'étape de la Learning Experience Design Sprint. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette étape et comment est-ce que tu vas intégrer du coup ce matériel que tu as collecté dans cette étape? Le Learning Experience Design Sprint, c'est une méthodologie que j'ai été volée chez Google. Donc voilà, rien inventé. Non, mais Google a développé la méthodologie de Design Sprint pour accompagner ces startups. C'était la partie venture de Google qui a développé cette méthodologie pour aider les startups à
résoudre des problèmes qu'elles pouvaient avoir dans leur processus, et en 5 jours, passer de la compréhension du problème, l'analyse du problème, à un prototype qui est testé le 5e jour auprès des utilisateurs. Cette méthodologie-là, je l'ai volée, je l'ai reprise. Il y a beaucoup d'acteurs qui s'en sont emparés, peu d'acteurs dans le domaine de l'éducation, de la formation. Et donc moi, j'ai développé un Learning Experience Design Sprint. J'ai repris la méthodologie en venant y greffer des éléments en plus liés à l'apprentissage, en venant y greffer certaines méthodologies propres, certains exercices. Et donc, ce sont 5 jours. Alors, dans la version théorique, parce que ça peut un peu varier, et surtout en période de crise sanitaire, quand ces design sprints se font à distance, on va quand même ne pas bloquer les gens 5 jours sur un outil de Zoom ou autre, parce qu'ils deviennent fous. Mais dans la version théorique, on travaille en effet 5 jours avec les clients, et on démarre lors de la première journée sur une réflexion. On a les résultats des personas, on va réfléchir à la question de départ qu'on se posait au regard des personas, et qu'est-ce que les personas nous apportent concernant cette question, et on va vraiment creuser le problème lors du premier jour pour arriver à une nouvelle question, une question beaucoup plus précise qu'on va souhaiter résoudre pendant le design sprint. Le deuxième jour, on a notre question. On va faire le matin une session d'inspiration, et l'après-midi, l'équipe, parce que je ne l'ai peut-être pas précisé, mais on travaille vraiment avec une équipe de 8 à 10 personnes chez le client avec des profils assez variés. L'équipe, après s'être inspirée le matin, tout le monde va développer une solution de son côté pour répondre à la question sur papier, avec quelques règles et tout un petit processus, mais ça se fait de manière individuelle, et chacun peut développer sa solution, qui peut être numérique, non numérique. Ça peut être plutôt de l'ordre de l'événement ou de quelque chose de vraiment très numérique, une application avec intelligence artificielle, etc. C'est vraiment assez ouvert. Le troisième jour, on affiche ces solutions, on va par différentes méthodologies les critiquer en quelque sorte, et choisir une solution qu'on va retravailler l'après-midi du troisième jour. Et ensuite, le quatrième jour, c'est le jour le plus intensif. Cette solution qui existe sur papier, qu'on a un peu retravaillée sur papier, on a une journée pour la rendre la plus concrète possible. Et donc là, on va faire un prototype cliquable en quelque sorte. Ça veut dire qu'on va utiliser des outils de prototypage comme Adobe XD, Figma ou d'autres, qui vont permettre, en tout cas lorsque c'est une interface numérique, de faire croire à un utilisateur qu'il est dans un réel site web, dans une réelle plateforme, sauf qu'on va pouvoir y mettre tous les ingrédients qu'on souhaite, parce que tout sera faux. Ce sont juste des images, mais ça permet de mettre nos idées de manière concrète et de les présenter aux utilisateurs. Et donc le 5e jour, on invite des utilisateurs, une dizaine, à tester ce fameux prototype, à nous fournir du retour, à nous dire si on part dans une bonne direction ou pas. Et dans ces prototypes, peut y avoir des choses. Enfin, le prototype peut être entièrement rejeté par les utilisateurs, ou au contraire entièrement adopté par les utilisateurs, où il peut y avoir des ingrédients qui vont mieux fonctionner, d'autres pas du tout fonctionner. Donc là, ça dépend. Mais en quelque sorte, les utilisateurs, on les amène face à ce prototype parce qu'ils vont être face à quelque chose de concret. Ils ne sont pas juste face à un outil ou à des idées. On leur dit pas juste on pense faire une formation qui intégrerait ceci, cela. Non, si on leur dit vous serez dans une communauté, ils voient la communauté, ils voient des faux échanges dans cette communauté qu'on aura préfet, parce que tout sera en image encore une fois, mais ils peuvent se représenter réellement à quoi ça ressemblera, et on n'est pas juste en train de discuter d'une idée sur laquelle chacun peut-être a sa conception d'une communauté. Peut-être que quelqu'un dira une communauté c'est chouette, quelqu'un d'autre dira non c'est pas chouette. On est en train de parler de choses qui sont pas les mêmes. Ici, le fait de mettre ça en image, de permettre aux personnes d'utiliser les prototypes, ça leur permet vraiment de donner un avis concret, tangible, et de nous fournir des retours qui vont être importants. Mais donc pour créer ce prototype, donc tu fais appel à des concepteurs, à des graphistes, parce que comment tu fais pour visuellement qu'il soit le plus proche possible de ce que vous imaginez? Donc là, tu parlais d'outils comme Figma. J'imagine qu'il y a aussi des outils no-code qui sont peut-être plus faciles à prendre en main.
Comment tu fais concrètement pour arriver à faire ce prototype en une journée? Alors c'est tout un défi. Je suis là au moment de notre enregistrement en plein milieu d'un design sprint juste avant la journée de prototypage, et donc j'ai travaillé ici avec une graphiste à préparer cette journée de prototypage. Peut-être il y a 3 éléments de réponse. Premier élément, c'est sur l'équipe qui m'accompagne. En effet, il va toujours y avoir au moins une graphiste. Et puis en fonction du projet et du type de prototype, on peut venir mettre une personne qui va faire de la réalisation audiovisuelle, qui va avoir une expertise en gamification. Enfin, après, ça dépend vraiment des types de projets, et en fonction, je vais aller chercher des expertises qui vont être pertinentes par rapport à la solution qui a été développée. Tu parlais de no-code, c'est d'une certaine manière un travers dans lequel j'essaye plutôt, j'essaye moi-même de ne pas tomber. Le no-code est très bien, mais le défaut qu'on pourrait avoir, dans lequel je peux tomber, donc vraiment j'y fais attention, c'est que le no-code va amener une couche de réalisme et de tangible. Et ici, dans le projet dont je parlais, c'est clairement le cas. On doit développer notamment un outil on va dire, de matching entre des compétences de personnes qui cherchent un emploi et des offres d'emploi. Et on se disait, mais en fait, c'est pas si difficile à réaliser en no-code, il nous suffit d'une base de données, on avait déjà les idées pour le faire. Mais sauf que si on commence à faire ça, après, on va vouloir faire encore plus, et donc ça devient plus un prototype, ce sera vraiment quasi une petite solution qui fonctionne. Tandis que si on reste au niveau du prototype, de la maquette cliquable, uniquement de Figma et juste des images dans lesquelles parfois on va quand même intégrer une vidéo, peut-être intégrer une activité interactive, mais on va pas faire tout un vrai site web. Ça nous permet à un moment de dire non, ça reste une maquette. À un moment, de toute façon, ça tombe, ce sera entièrement jeté à la poubelle. Donc l'unique but de ce prototype, c'est de permettre de faire parler les gens. Et donc voilà, le fait de ne pas mettre de no-code, c'est une volonté aussi de ne pas vouloir aller trop loin. Et c'est aussi pour ça qu'on reste à une journée. Parce que si on avait 2 journées, les 2 journées seraient remplies. Si on avait 2 semaines, les 2 semaines seraient remplies, etc. Donc voilà, la journée, ça permet vraiment de se bloquer. Troisième chose qui est importante, c'est la préparation de cette journée-là. On va travailler avec des mini-sprints. Et donc, dans le design sprint sur lequel je suis, on a 4 équipes qui vont travailler en parallèle avec des personnes qui vont les coacher. Donc, elles vont travailler 50 minutes. Au bout de 50 minutes, on fait un point dans l'ensemble des équipes, on se réunit 10 minutes pour partager ce qui a été fait, ce qui reste à faire, les difficultés, on repart. La liste des tâches a été bien balisée. Donc vraiment, cette journée-là, il y a une grosse préparation, à la fois pour le faire, mais aussi pour impliquer les membres de l'équipe chez le client, pour leur permettre de prendre les bonnes décisions. Donc, par exemple, il y a une partie de création de contenu. On va faire 15 minutes sur comment créer un bon contenu, le rendre engageant, faire un titre qui est pertinent, etc. Alors, encore une fois, c'est juste pour le prototype, mais c'est histoire que ce soit engageant et intéressant pour l'utilisateur. Donc voilà, c'est les 3 éléments sur la question et sur cette journée de prototypage qui est effectivement assez riche et assez épuisante pour tout le monde, parce qu'en une journée, c'est quand même un sacré défi. Oh, j'imagine, j'imagine complètement. Donc à la fin de cette journée, donc tu as donc un prototype qui est cliquable et tu vas donc aller le tester auprès de tes futurs apprenants que tu avais interrogés au début. Et En donc effet. j'imagine que tu vas recueillir leurs impressions pour ensuite itérer et partir sur une phase de production, c'est ça? Effectivement. Et cette phase de test, souvent, il y a 2 protocoles pour la mener d'une certaine manière. En effet, on prend des utilisateurs, soit qu'on a déjà interrogés, ça c'est dans le meilleur des cas, des utilisateurs très, très engagés, très intéressés, qu'on a déjà interrogés tout au départ, qui reviennent, soit on en trouve de nouveaux avec des caractéristiques, soit même, dans la première journée, on peut avoir des révélations. Par exemple, ici, on a fait, dans le projet dont je parlais jusqu'ici, on a fait des personas autour des chercheurs d'emploi. Et tout d'un coup, on s'est dit, pendant la première journée, les entreprises, c'est quand même sont
un acteur qui est intéressant de représenter, dont il serait intéressant d'avoir des retours, etc. Et donc, dans notre phase de test, on va aussi aller montrer notre prototype à des entreprises parce qu'il y a un lien avec les offres d'emploi qu'elles pourraient y mettre, etc. Donc voilà, on peut aussi, dans la phase de test, ouvrir à d'autres publics si ça s'avère pertinent. Et donc, je disais, deux protocoles. Soit on va proposer aux utilisateurs de naviguer dans le prototype pendant 5 à 10 minutes, puis on va leur demander, souvent je leur demande de naviguer tout en essayant de penser à haute voix. Et puis à la fin de la navigation, on va leur poser une série de questions, soit vraiment étape par étape, on va leur montrer le premier écran, et puis là on va leur dire qu'est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train de vous montrer, et qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Si sur 10 personnes interrogées, 10 personnes nous disent j'ai envie de cliquer sur la croix en haut à gauche et fermer, le navigateur on se dit ah mince, on a raté notre coup. Mais s'ils disent j'ai envie d'en savoir plus, ok, et là on va un peu dérouler, et étape par étape on va leur demander ce qu'ils pensent de ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils pensent qu'on va trouver derrière la prochaine fenêtre, etc. Et là, vraiment avoir plutôt quelque chose d'étape par étape. Donc comme ça, on mixe un peu les deux visions, soit une personne qui va vraiment naviguer librement et nous fournir du retour sur base de l'ensemble du prototype, soit nous fournir du retour vraiment étape par étape et vraiment saisir les perceptions quasi à chaque clic. Voilà. Et ensuite, tu rentres donc dans la phase de production. C'est ça? Enfin, alors là, ça dépend en fait sur le design sprint. Soit on a beaucoup de chance et le prototype est, comme je le disais, complètement adopté par les utilisateurs. Cela n'arrive jamais. Soit plutôt on va avoir toute une série de retours. On va voir que certaines fonctionnalités ou certaines idées qu'on a eues sont appréciées par les utilisateurs, certaines doivent être modifiées. Et donc en fait, on a aussi une série d'hypothèses qu'on va valider, invalider au fur et à mesure. Et après ça, on va plutôt moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est proposer une sorte de nouvelle solution qui prend en compte, enfin, nouvelle solution, plutôt une adaptation de la solution qui prend en compte les retours utilisateurs et un plan d'action sur comment la mettre en œuvre par la suite. Et là, en fonction de la solution, soit on part dans une phase directement de production parce que les coûts sont assez faibles et il y a les moyens au sein de l'équipe, soit on va potentiellement à nouveau itérer et entrer dans une phase plutôt de prototypage amélioré, où on va tester à la fois l'équipe, le processus, une nouvelle version de la solution, parce qu'il y a plus d'enjeux, qu'on a envie d'aller plus loin. Et donc, on a d'abord cette phase de deuxième prototype qui peut durer parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de passer à la phase de production. Et à nouveau, dans ces phases-là, que ce soit la production ou le prototype, on va intégrer les utilisateurs pour avoir du retour au fur et à mesure du développement et des choix qu'on fait par rapport à la solution. Oui, pour être sûr d'avoir un résultat qui colle vraiment aux attentes des utilisateurs. Et Effectivement. est-ce que tu peux, pour illustrer un petit peu tout ce que tu viens de dire, qui est vraiment très très riche, nous parler d'un projet concret que tu as mené récemment sur le terrain? Effectivement. Alors, je parlais un peu des chercheurs d'emploi, mais je vais prendre un projet que j'ai mené auprès d'ouvriers parce qu'il est assez, je trouve qu'il est assez emblématique d'une dimension d'innovation et aussi des besoins ou des demandes avec lesquelles viennent nos clients. J'imagine que certaines personnes, certains digital learning managers, learning experience designers auront été confrontés à la même demande initiale. La demande initiale, cet organisme de formation pour ouvriers est venu vers moi en disant je veux qu'on crée une formation e-learning sur le sujet des soft skills, donc tout ce qui est compétences de collaboration, assertivité, communication, assertive, etc., gestion du temps pour un public d'ouvriers. Et là, je dis, c'est intéressant, c'est pertinent. Et en fait, ce qui a remarqué, c'est que ces compétences manquaient effectivement à ces ouvriers. Donc, je n'ai pas remis en question du tout la problématique de base qui était de former les ouvriers
à ces compétences-là et que ça pouvait avoir des impacts sur la productivité et parfois l'ambiance dans l'entreprise, etc. Mais par contre, le moyen de se dire c'est une solution e-learning, c'était un peu c'était à questionner. Et donc, je leur ai proposé d'aller mener des entretiens. À l'époque, je pense que j'avais fait ça moi-même pour ce projet-là. J'étais à la fois allé interroger des responsables ressources humaines dans des entreprises qui employaient des ouvriers. J'ai rencontré des ouvriers dans différentes entreprises et j'ai fait passer un questionnaire auprès de jeunes qui terminaient une formation, leurs études professionnelles pour un peu avoir un panel représentatif. Et là, si je caricature un peu les réponses, les ouvriers, pour eux, la formation aux soft skills ne les intéressait pas trop parce que ils étaient plutôt sur de la formation technique pour rester employables et prendre en compte les innovations dans leur domaine. Le e-learning ne leur parlait pas du tout parce qu'ils n'avaient déjà pas le temps. Ils travaillaient en pause, en shift, et donc ils travaillaient 8 heures et ils n'ont pas un poste de travail où ils ont le temps. Voilà, ils n'ont pas de poste de travail, ça les RH confirmaient. Ils n'avaient pas de salle de formation équipée d'ordinateurs, etc. Tout laissait à croire, que essayer de former des ouvriers à des dimensions soft skills n'allait pas fonctionner. Et donc, au final, on a démarré le sprint avec beaucoup plus de problèmes que de solutions. Mais finalement, c'est toujours une bonne chose. On a un peu, au début du sprint, analysé ce problème, on l'a retourné dans tous les sens. On a vécu tout le processus que j'ai décrit un peu plus tôt dans l'épisode. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'on a complètement inversé le projet. On n'était plus sur une plateforme en quelque sorte de formation, un cours e-learning. On était plutôt sur un média pour permettre aux ouvriers d'améliorer leur quotidien. Donc, ce qu'on avait compris aussi par la démarche des personnels, c'est que les ouvriers vivaient quand même des problèmes sur le terrain, qu'ils avaient des frustrations, des difficultés, etc. Et que c'est pas forcément en leur proposant une formation que ça allait fonctionner. Et donc, on a développé un prototype où on leur proposait une sorte de média pour les ouvriers, donc un site web où il y aurait du contenu assez régulier mis à jour, du contenu qui serait principalement audiovisuel, c'est aussi ce qui est ressorti des personas, moins de texte, beaucoup plus de vidéos. Et là, on a créé des vidéos interactives avec un outil open source qui s'appelle H5P, qui a déjà été évoqué dans d'autres épisodes. Donc des vidéos interactives où on mettait, à travers lesquelles on mettait l'ouvrier en situation par rapport à une problématique. Et alors ça peut sembler trivial ou rigolo, je sais pas quoi, mais c'est quasi notre best-seller en termes de thématique parce que c'est celle qu'on utilise toujours. On a commencé ce prototype avec mon collègue sans mauvais, que faire. Mais c'est une situation que tout le monde a vécue. Et comment est-ce qu'on va dire à ce collègue sans le vexer, sans le toucher trop fort? Et donc on mettait les ouvriers dans cette vidéo en situation et ils devaient faire une série d'actions. Et par rapport à ces actions, ils avaient ensuite un feedback sur la portée de leurs actions et ensuite une petite méthodologie sur comment régler un peu ce problème. Et ce qu'on a remarqué, par le test utilisateur, c'est que les ouvriers étaient vraiment apprécier cette approche de se dire je vais pouvoir résoudre des problèmes, voir comment demander une augmentation, voir comment dire à un collègue qu'il range pas son matériel et que ça me dérange, etc. Et là, cette approche-là vraiment a bien fonctionné avec les ouvriers. Et c'est ce qui a été développé au fur et à mesure. Alors après, on a continué à travailler, que ce soit sur les dimensions de design, de tone of voice, donc de manière de s'adresser aux ouvriers, les types de médias qu'on leur a proposés, tout ça on l'a validé au fur et à mesure en intégrant des ouvriers dans toute notre réflexion. Mais voilà, on a d'abord complètement inversé l'approche de se dire c'est plus une formation, c'est une plateforme pour les ouvriers dans laquelle on va venir mettre en fait des grains de formation, mais sans dire que les ouvriers font de la formation. Et ensuite, on a créé par contre des médias qui, eux, étaient des médias pédagogiques, certes pensés en fonction des caractéristiques des ouvriers pour les engager, mais aussi en fonction de ce que nous, on cherchait, c'était quand même développer leurs compétences dites soft pour que ça se passe mieux dans l'entreprise, etc. Donc voilà un peu là un des projets, et souvent c'est ce qu'on remarque par cette approche de Learning Experience Design Sprint, c'est qu'on va complètement changer de modèle
Alors ça peut faire peur, mais c'est de remarquer que la formation en tant que telle n'est peut-être pas la meilleure solution, mais en prenant la formation sous un autre angle, par exemple pour les chercheurs d'emploi, peut-être qu'en se disant que on va d'abord les aider, on va leur dire qu'on les aide à trouver un job et que pour trouver ce job, on va leur fournir des grains de formation adaptés au job qu'ils recherchent, ben, ça a mieux fonctionné que leur dire on va vous proposer une formation. Donc, c'est juste manière de retourner la notion de formation ou d'ouvrir, souvent je parle d'ouvrir la notion de formation à d'autres approches et surtout en prenant en compte les utilisateurs et la manière dont eux-mêmes perçoivent ces formations. Eh bien, merci pour cet exemple. Donc, on va arriver maintenant à la fin de notre épisode. Et donc, pour conclure, selon toi, donc, quels sont les ingrédients qui sont nécessaires pour réussir un projet? Pour résumer un petit peu tout ce que tu viens de dire. Alors, si je ne dis pas intégrer les utilisateurs tout au long du processus de conception, même avant de penser la conception jusqu'à la fin de la conception, ça n'ira pas. Donc, évidemment, intégrer les utilisateurs. L'autre dimension qui vraiment est fondamentale pour moi, j'en parlais, c'est la dimension d'intelligence collective. Vraiment des difficultés à quasi moi-même à croire et donc à travailler dans une approche qui va être juste de one-to-one, de travailler avec un client ou même une approche d'expert en disant au client voilà ce qui est bien de faire. Non, c'est vraiment de travailler main dans la main et de monter les partenaires avec lesquels je travaille en compétences pour prendre les bonnes décisions sur base aussi des besoins utilisateurs. Donc il y a cet ingrédient d'intelligence collective. Troisième ingrédient qui est très important, j'en ai très peu parlé ici, mais en fait c'est en filigrane dans le propos, c'est ce qu'on appelle une approche lean, c'est de très vite mettre des choses en œuvre et donc de pas avoir une idée dans son coin, de commencer à la développer, de passer des semaines, voire des mois à la développer, de la lancer et puis de faire une évaluation. Et à ce moment-là, parfois un an plus tard, après avoir eu une idée de concevoir une formation, on évalue et on remarque que ça fonctionne pas. Non, là, par exemple, derrière le design sprint, en 5 jours, on passe du problème à la génération d'idées jusqu'au test auprès des utilisateurs. Donc, c'est vraiment très vite avoir des choses concrètes et évaluer. Et puis, dernière chose qui est aussi en filigrane, c'est l'autonomisation. Au-delà de l'intelligence collective, je le disais, monter en compétence les personnes avec lesquelles je travaille pour qu'elles deviennent soit autonomes ou soit même plus à même de travailler avec d'autres prestataires externes, de faire des choix et challenger un prestataire quand on va concevoir un parcours pédagogique, concevoir je sais pas, des vidéos pédagogiques, vraiment avoir les réflexes et là vraiment rendre les clients avec lesquels je travaille autonomes sur ces dimensions-là, c'est aussi ce qui me semble important plutôt que parfois laisser l'expertise. Alors, je ne blâme pas les experts qui peuvent à la fois nous écouter et être tout autour de nous dans la formation, mais vraiment que les services L&D, les clients, les organismes de formation, etc., soient vraiment plus à même pour gérer ces discussions-là et donc vraiment avoir une dimension d'autonomisation des clients pour qu'eux-mêmes puissent assumer une partie du travail et puis déléguer et bien déléguer vers des prestataires externes. Pour moi, c'est les 4 ingrédients essentiels pour une bonne une bonne formation, un bon parcours pédagogique, surtout une bonne expérience d'apprentissage. Eh bien, merci beaucoup pour notre échange vraiment passionnant. Donc, eh bien, comme d'habitude, je mettrai dans les notes de l'épisode donc ton contact LinkedIn si des auditeurs souhaitent te contacter. Et je mettrai également donc le site de Caféine Studio, qui est donc Oui. ton agence, on peut dire comme ça? Oui, c'est peu à peu, je renomme ça en studio d'innovation pédagogique, mais ouais, une sorte d'agence de one person studio, parce que j'aime bien ce côté aussi d'être un artisan, de m'entourer de pas mal de gens, mais de garder un côté artisanal, de travailler sur un certain nombre de projets limités, mais de le faire de manière artisanale. Donc oui, Caféine Studio. Et puis je mettrai également le lien de ta newsletter, qui est vraiment très très intéressante, que je lis toujours à chaque fois avec beaucoup d'intérêt, donc dont tu peux nous rappeler le nom si tu veux. Learnability, donc c'est sur learnability.news. Et effectivement, une publication toutes les 2 semaines pour explorer un peu l'innovation pédagogique et le futur de l'apprentissage. Oui, et tu donnes aussi souvent des exemples d'outils que moi j'aime beaucoup. Moi, c'est la partie que je préfère dans la newsletter.
Eh bien, merci beaucoup Nicolas d'avoir accepté donc cet échange, d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, je te dis à très bientôt. Encore merci à toi pour cette invitation, pour la discussion. C'était très chouette. Et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.